Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents. On est du coup sur la deuxième réunion, la deuxième conférence photo avec Calypso Mailleux et Ouna et Mathilde de l'agence Poly. On va dans un premier temps laisser la parole à Calypso qui va nous parler de son travail. Et puis, on entendra ensuite l'agence Poly. Si jamais il y a des questions, vous pouvez aller dans l'onglet Converser. Et voilà. Calypso, c'est à toi. Yes. Bonjour à tous, merci d'être là, ça me fait vraiment plaisir. Je suis très contente de pouvoir faire cette conférence en visio. C'est un bon exercice et puis ça permet de faire un truc cool pendant le confinement, donc c'est chouette. Du coup, je m'appelle Calypso Mailleux, je suis photographe et vidéaste parce que je pense que je fais maintenant autant de vidéos que de photos, je dois dire. Et je suis basée à Lausanne en Suisse, mais je travaille beaucoup à Paris puisque mes agents en Poly sont basés à Paris. Et je viens aussi de Paris, je suis née là-bas, donc j'ai beaucoup de gens de ma famille qui vivent là-bas, donc j'y suis très souvent. Voilà, Poly est composée de trois femmes formidables, Mathilde Vendrin, Ouna Duval et Léa Bernard, qui n'est pas là, mais qui fait aussi partie de l'agence, qui est fondatrice de l'agence. Du coup, je vais commencer avec un petit partage d'écran. J'ai fait un méga slide, du coup, vous allez voir. Alors, tac. Vous me dites, là, vous voyez bien? Oui. Parfait. Alors c'est parti. Du coup, j'ai décidé de commencer par vous parler de ma formation parce que c'est quelque chose qui est quand même, je pense, assez important à connaître parce que j'ai un parcours qui est pas, enfin, qui s'est très vite orienté. C'est-à-dire que donc j'ai grandi à Paris, j'ai déménagé vers l'âge de 10 ans dans une petite bourgade que connaît bien Théo qui s'appelle Carpentras, qui est à 30 minutes d'Avignon. Et en fait, au lycée, j'ai décidé déjà de m'orienter vers une pratique artistique et de ne pas faire un parcours général. Donc, j'ai décidé de faire un bac qu'on appelle STI Art appliqué. Aujourd'hui, ça ne s'appelle plus comme ça s'appelle ST2A. C'est un bac en fait c'est un bac technologique qui consiste à déjà en fait pratiquer l'art appliqué. Par art appliqué, on entend plus tout ce qui est design de produits, graphisme, mode, et puis il y avait aussi architecture un petit peu. Donc, en fait, en terminale, en dernière année d'art appliqué, on a à peu près une vingtaine d'heures d'art par semaine, donc on fait vraiment quasiment que ça. Euh, voilà, donc ça c'est Avignon, c'était ma ville, quoi, où j'ai fait mon bac, qui est absolument magnifique. Le lycée était super. Et ça a été 3 années vraiment qui m'ont beaucoup apporté, même si quand je suis rentrée là-bas, en fait, moi j'avais pour but de faire quelque chose plutôt dans la mode, c'était ce qui me plaisait. J'aimais beaucoup la mode, j'ai toujours été très attirée par ça, les magazines féminins, j'adorais en fait regarder les photos de mode, etc. Mais ces 3 ans m'ont aussi fait comprendre qu'en fait j'étais assez mauvaise finalement en mode, c'était pas fait pour moi, je dessinais pas bien, j'étais pas aussi assidue que ça, à être complètement fanatique. Je sais pas, regarder les catwalks et tout. Et en fait, petit à petit, je me suis un peu détachée de ça. Et en fait, arrivé en terminale, du coup, il y a un système qui s'appelle post-bac, qui s'appelait post-bac à l'époque, pour avoir des écoles supérieures. Et en fait, comme j'ai eu un bac assez médiocre, on va dire, j'avais pas des notes super et donc j'ai pas eu d'école vraiment qui me convenait. Donc j'ai décidé de faire une année préparatoire à l'atelier de Sèvres à Paris. Donc je suis retournée à Paris 1 an pour justement préparer des concours à des écoles d'art plutôt type licence bachelor que BTS. Les BTS c'est plutôt en 2 ans. Là je cherchais vraiment plutôt quelque chose en 3 ans. Du coup, j'ai fait cette année à Paris et c'est pendant cette année à Paris que j'ai vraiment commencé à pratiquer la photo. En fait, à l'atelier de Sèvres, il y avait un studio photo qui était assez bien équipé et finalement assez peu utilisé par les étudiants. Il était souvent libre et du coup, j'ai commencé à faire un peu des projets photos. Ça m'a vachement plu. Et c'est là aussi que j'ai commencé à comprendre que je pouvais retrouver en fait l'univers de la mode grâce au médium photographique et que du coup, ça pouvait vraiment être quelque chose qui me plairait.
Mais encore une fois, je connaissais pas trop la photo. J'ai jamais été dans mon enfance spécialement fan de photos, à tester les appareils et tout. C'est venu vraiment assez tard. Donc j'ai fait cette année à Paris et j'ai présenté pas mal de concours et notamment le concours pour rentrer à l'ECAL, qui est l'école cantonale d'art de Lausanne en Suisse. C'est une école dont j'avais entendu parler déjà au lycée. On me l'avait recommandé, soit l'ECAL, soit la St. Martin's à Londres. J'aimais bien les deux univers, tout ça. Mais du coup, j'ai décidé de tenter l'ECAL et j'ai été prise en année propédeutique. Donc en fait, l'année propédeutique à l'ECAL, c'est une année un peu de transition. C'est encore une année de prépa. On rentre sur concours, c'est encore une année de prépa. Donc on est un peu un pied dans l'ECAL, un pied dehors. Parce qu'en fait, à la fin de cette année-là, il y a encore un concours pour rentrer en bachelor. Donc j'ai fait cette année c'était hyper cool parce qu'en fait, on est toute la promo ensemble. Donc, il faut savoir qu'à l'ECAL, il y a des étudiants qui vont faire photographie, cinéma, graphic design, design de produits, art visuel. Donc, c'est plutôt tout ce qui est art plastique, beaux-arts, tout ça. Et media interaction design, c'est ceux qui vont plutôt s'orienter vers les nouveaux médias, les applications, les objets connectés, les choses comme ça. Donc, pendant cette année préparatoire, on est tous ensemble et on prépare en fait au concours d'entrée au bachelor. Voilà, donc j'ai été prise ensuite en bachelor. Là, je vous mets quelques photos de l'école pour vous faire rêver, parce que c'est une école qui est trop belle, qui est un petit peu dans la banlieue de Lausanne, un petit peu ouais, en périphérie de la ville. C'était une ancienne usine de nylon, donc il y a beaucoup d'espace, il y a vraiment des grands studios photo, il y a aussi un studio cinéma, il y a beaucoup de moyens, donc c'est très très agréable de faire ces études là-bas. Voilà, et du coup en 2013, j'ai fait un petit peu bachelor. J'ai fait. Je sais pas qui n'a pas coupé son micro. Ouais, pardon, merci. Pour mon diplôme, en fait, j'ai décidé de faire plutôt un truc sous forme de site internet. Donc ça ressemblait un peu à ça. Ça s'appelait le cabaret du néant. En gros, je me suis inspirée d'un cabaret qui existait vraiment, un cabaret qui était à Paris, à Pigalle, qui aujourd'hui est devenu un Monoprix, malheureusement. Il y a assez peu en fait d'images, d'archives de ce cabaret, et c'est ça qui m'a complètement fascinée, c'est que du coup, j'ai souhaité complètement reconstruire ce lieu avec de la photographie plutôt type éditorial, photo de mode, parce que le but c'était pour moi aussi que mon diplôme me serve après un peu de portfolio pour pouvoir ensuite démarcher des agents ou des clients, tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai pris le parti de faire ça déjà sous forme de site, parce que ça permettait de pouvoir le diffuser très rapidement, et aussi ça me permettait de faire de la photo et de la vidéo. Il faut savoir que j'ai toujours beaucoup aimé les vidéos, c'est quelque chose qu'on apprend à l'école quand on fait le bachelor photo, on nous apprend la vidéo. Et je vais juste vous montrer du coup un petit extrait de la vidéo de diplôme qui était donc intégrée à ce site. J'espère que ça fonctionne. C'est bon pour vous? Ouais. Ouais. Donc voilà, donc en gros c'était toujours dans cette idée de retranscrire en fait de retranscrire un peu l'univers de ce cabaret. Le cabaret du néant, c'était un cabaret qui était un peu sulfureux. On disait qu'il s'y passait des choses bizarres, où les gens étaient un peu en transe, avec des décorations, avec des monstres. Et puis on disait qu'ils buvaient du poison. En fait, c'était de l'absinthe. Mais voilà, et il y avait du sexe, etc. Enfin, c'était vraiment, il y a tout un des écrits en fait sur ce cabaret, mais très peu de photos. Et donc moi j'avais vraiment envie de juste retranscrire cet univers-là sous forme de photos plutôt type éditorial. Donc là j'avais travaillé avec des étudiants en cinéma qui m'ont aidé à la production de cette vidéo. Voilà. Hop. Et puis, alors je reviens sur mon truc. Hop.
Et puis, ouais, juste pour la présentation du diplôme, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir avoir un écran tactile de cette taille-là, donc comme un iPad un peu géant. Et donc, pour la présentation, je pouvais vraiment en fait faire défiler les pages de mon site comme ça. C'était très interactif. Du coup, c'était assez chouette comme rendu final en fait de projet. Voilà, le site, je crois qu'il n'est plus actif. Il y a eu un petit problème avec le nom de domaine, donc il faudrait que je règle ça, mais voilà, vous pourrez aller le voir. Et donc en 2017, je suis rentrée chez Poly. J'ai eu la chance en fait d'être démarchée par, c'était Mathilde à l'époque, qui m'a trouvée en fait sur Instagram. Je crois que c'est ça, Mathilde. Ouais. En fait, quand j'étais étudiante, c'est vrai que j'utilisais déjà pas mal Instagram. Je mettais plutôt des projets que je faisais à l'école, pas trop de trucs perso. J'avais déjà eu cette envie en fait de voir mon Instagram comme un portfolio, et du coup je sélectionnais pas mal ce que je mettais dessus, et Mathilde en fait m'a abordée via Instagram, et du coup je les ai rencontrées. J'ai rencontré les filles ensuite à Arles, donc aux rencontres photographiques à Arles en 2017, et je suis ensuite rentrée chez Poly. Voilà. Et donc, du coup, en rentrant chez Poly, et ben forcément, je sortais d'école. Et quand on sort d'école, on n'a pas trop de matière dans son portfolio. Donc, là, les 6 mois, voire 1 an qui ont suivi mon entrée chez Poly, ça a consisté à produire en fait énormément de contenu, notamment des contenus mode, mais aussi des natures mortes. Pourquoi ? Tout simplement pour agrémenter mon portfolio et pour pouvoir ensuite, par la suite, démarcher des gens et pour avoir des contacts, etc. Donc j'ai fait pas mal de collaborations. Ça, c'était avec une petite créatrice qui s'appelle Célia Bruno, qui faisait de la broderie. Ensuite, j'ai fait des éditos pour Vogue Italia Web. C'est des éditos qui sont absolument pas payés, hein. C'est vraiment, en fait, je faisais ma série de photos, et ensuite je démarchais Vogue Italia, qui en fait a aimé la série et qui l'a publiée. Mais du coup, c'était chouette. Ça, c'était sur le thème de la piscine. Donc tout était fait en studio, mais l'idée c'était vraiment de retranscrire cette idée de la piscine, de l'été, avec une lumière assez solaire. Ça, c'était une collaboration aussi avec une créatrice qui s'appelle Alice Rabot, qui a fait une école à Genève qui s'appelle la Aide, une école en mode. J'aimais beaucoup sa collection. Ça me permettait aussi de shooter un peu de mode. Donc, j'ai pas hésité. Enfin, tout ça, c'est vraiment des shootings en collaboration, absolument pas payés, mais qui me permettaient vraiment d'avoir beaucoup de contenu après pour mon portfolio. Ça, c'était pour Please Magazine. Donc, j'étais contente parce que ça, c'était un magazine papier, pas payé non plus, mais j'avais une publication papier, et pour un photographe, pouvoir avoir une publication papier, c'est quand même un peu le Graal. Ça fait hyper plaisir de voir son travail imprimé. Parce qu'aujourd'hui, même si les réseaux sociaux et le numérique prennent beaucoup de place, le papier, ça reste, je pense, pour la plupart des photographes, vraiment un truc top, quoi. Ça, c'est aussi Vogue Italia. Please. Encore un autre édito. Hop là, pardon. Donc tout ça, en fait, c'est vraiment tout un travail de collaboration où il faut démarcher des make-up artistes, hair stylistes, les mannequins, le studio, et en fait mettre tout le monde d'accord pour faire ça gratuitement. Donc c'est beaucoup de travail de préparation en fait en amont. Mais généralement, les gens sont très coopératifs. Et puis, il faut savoir que dans la photo de mode, il n'y a pas toujours des sous, sauf quand il s'agit de campagne, mais il y a beaucoup de choses qui se font en fait sans être payées. Du coup, les gens savent. Et du coup, ça a été la première consécration, c'est que j'ai eu ma première cover avec cette série-là, donc j'étais trop contente. Voilà. Et en fait, petit à petit aussi, tout ce travail, l'année après ma sortie d'école, ça a permis d'avoir petit à petit des articles sur des blogs, des publications, etc. Et sur mon travail, et à faire tourner un peu mon travail. Donc ça, c'est vraiment un conseil, je pense, que je peux donner aux étudiants qui sortent d'école, c'est de produire un maximum et de se sacrifier un peu, investir aussi peut-être un peu de son argent dans des petites productions pour avoir de la visibilité et faire tourner son travail. Ça, je le montre parce que ça, c'est une série Vogue Italia qu'on a shootée. PO était assistant dessus. Et c'est un truc que j'ai fait en octobre, là, octobre 2019, donc c'est récent. Donc c'est juste pour dire que je fais encore des choses comme ça, un peu moins,
mais ça m'arrive encore de faire plutôt des projets éditoriaux en collaboration, pas payés. Aussi parce que c'est un plaisir, parce que du coup, c'est une vraie carte blanche et je peux faire ce que je veux. Et aussi pour avoir du contenu et pour avoir un peu d'actualité en fait dans mon travail, autre que les projets de mandat ou les projets personnels. Voilà. Du coup, ben voilà, suite à ça, en fait, Poly, les filles ont eu de la matière pour faire mon portfolio et de la matière aussi pour démarcher des clients. Donc petit à petit, il y a les premiers mandats qui sont arrivés. Je vois pas s'il y a des questions PO. Il y en a ou pas? Pour l'instant, non, ça a l'air d'aller. Ok. Là, il ne faut pas hésiter de les faire d'en converser. Ok. Du coup, ouais, travail de commande. Alors ça, j'ai mis Moodboard. J'ai juste commencé avec Moodboard parce que pour moi, c'est la chose absolument indispensable quand on fait un travail, mais n'importe lequel, hein, que ce soit de la commande ou un projet personnel. Moi, je commence toujours, et je pense que beaucoup de photographes fonctionnent comme ça, je commence toujours avec un Moodboard. Ça me permet d'avoir beaucoup de références visuelles, même alors que ce soit pose, lumière, je sais pas, angle de vue. Et je pense que c'est indispensable. Et moi, quand je suis en shooting, en fait, j'imprime toujours mes moodboards. Ils sont toujours près de moi. Et si je suis à court d'idées, si je sèche un peu pendant un shooting, j'y reviens. Voilà, j'en parle parce que c'est vraiment un processus de travail qui revient à chaque fois et qui, pour moi, est indispensable. Et j'y passe beaucoup de temps, en fait, sur le moodboard. Ça fait vraiment partie intégrante du shooting. Donc, voilà. Donc les premiers travaux de commande, donc travaux payés, j'ai fait une sélection. J'ai fait une sélection de différentes choses pour vous montrer en fait un peu déjà les différents supports que peuvent toucher la photographie. Donc le numérique, le papier, mais il y a aussi d'autres choses. Et là, il y a des shootings qui sont un peu... il y a des shootings en extérieur, des shootings en studio, des shootings dans des lieux. C'est pour vous montrer aussi un peu la diversité qu'il peut y avoir en photo et quand on est photographe. Et moi, c'est ce que j'adore aussi dans ce métier-là, c'est qu'en fait, on s'ennuie jamais, il n'y a aucune routine parce que c'est toujours différent, on fait tout le temps des trucs absolument exceptionnels. Bon, parfois, il y a des choses qui sont un peu plus chiantes, mais malgré tout, ça reste toujours une expérience et c'est ça que j'adore. Donc là, c'était un shooting pour un magazine qui s'appelle À nous Paris, qui était distribué, c'était un magazine gratuit distribué dans le métro parisien. Je crois que ça n'existe plus, il me semble. Ouais. Et donc là, le thème, c'était la collectionneuse. On était dans un endroit à Paris très beau, un endroit où en fait, je crois que c'est une salle de danse, je ne sais plus. Voilà. PO, tu m'assistais aussi ce jour-là. Et j'ai mis quelques photos backstage parce que je me suis dit que ça pouvait vous intéresser parce qu'en fait, je travaille toujours avec des lumières très différentes. Parfois, je travaille avec des flashs, parfois, je travaille avec juste la lumière du soleil, des réflecteurs, des miroirs, parfois des lumières de chantier type mandarine, parfois des lumières de cinéma type HMI. Donc là, j'ai mis ça juste en fait après chaque travaux pour vous montrer le type de matériel qui était utilisé. Donc là, c'était du flash. Il faut savoir que moi, j'utilise beaucoup les snoots, ces espèces de petits cônes noirs là qui dirigent beaucoup la lumière. J'adore en fait. Ça permet vraiment de cibler des parties en fait que je veux accentuer dans ma photo. Voilà. Et du coup, donc ça a été une cover. Ce que vous voyez à droite, c'était la cover du magazine. Et après, il y a eu un affichage sauvage dans Paris. Donc, c'était hyper chouette de pouvoir voir d'un coup sa photo comme ça, mais en fait, limite mal collée. Mais c'était vraiment très marrant en fait, de pouvoir voir sa photo sur un support complètement différent. Donc, ça, c'était une belle expérience. Ça, c'est un autre type de shooting. C'est aussi un édito accessoire. C'était pour un magazine suisse qui s'appelle le T Magazine. C'était un édito spécial Chanel avec des sacs. Et là, j'ai voulu shooter au bord du lac, lumière naturelle, réflecteur. Très simple. Ça, c'est de l'argentique. J'ai shooté au moyen format. J'ai une mouche. J'ai shooté au moyen format. Voilà. Donc ça, c'était la Dolce Vita. Shooté dehors au soleil. Trop bien. Ensuite, ça a été publié dans le magazine, du coup.
Ça, c'est un magazine de mode homme qui est basé à Amsterdam, un petit magazine indépendant qui s'appelle Johnny. On a shooté du coup j'ai une question, je crois. C'est ça. Quel appareil utilises-tu pour shooter moyen format? J'utilise J'utilise un Mamiya RB. Donc il date des années 80. C'est un assez vieil appareil, mais qui est formidable, sur lequel on peut changer le dos. Donc on met une pellicule 120, c'est une pellicule assez grande, pour ceux qui ne connaissent pas, sur laquelle il y a 10 expositions, on peut faire 10 photos, et on peut changer le dos et mettre un dos Pola. Hop, je vais revenir. Un dos Pola, ce qui permet de faire des polaroïdes, là, comme vous pouvez voir à droite. Malheureusement, les polaroïdes qui se mettaient dedans maintenant sont plus fabriqués, donc c'est un peu la misère, mais je crois qu'ils sont en train d'essayer de les refaire apparemment. Il y a une entreprise, ceux qui ont repris, je crois que c'est The Impossible, qui ont repris toute la production des Polaroid 600, ils sont en train d'essayer de les refaire, ceux-là. Voilà, donc ça c'est aussi de l'argentique du coup, shooté au moyen format. Donc rendu aussi sous forme de magazine d'édition. Et voilà, et donc ça c'est mon premier mandat plutôt vidéo. C'était pour Marc Jacobs Beauty et Sephora. Donc là l'idée c'était de faire des petites vidéos de produits pour Noël avec une influenceuse. Ça c'est un truc maintenant qui est très très tendance pour les marques, c'est de faire en fait du contenu digital avec des influenceurs ou des gens qui sont un peu connus, disons, sur la toile, voilà. C'est pas toujours très glorieux, dans le sens où parfois il y a des personnes qui sont super, mais parfois il y a vraiment un manque d'expérience parce que c'est pas des modèles, c'est pas des mannequins, donc parfois c'est compliqué de diriger des personnes comme ça, mais bon. Donc ça, c'était la toute première vidéo que j'ai faite. Et Péo, tu m'as assisté aussi sur ce shoot. Et ça, j'ai une anecdote qui est assez drôle, c'est que du coup, vu que c'était la toute première que je faisais, vraiment, j'étais assez stressée. Et en fait, j'avais choisi de shooter avec des blondes. Des blondes, c'est des lumières qui sont un petit peu plus puissantes que des mandarines. C'est pas très puissant non plus. Et en fait, je me suis retrouvée sur le shooting à me rendre compte que c'était pas du tout assez puissant. Et du coup, c'était vraiment très stressant parce que j'avais c'était quoi, il y avait beaucoup d'ISO, il y avait du grain et tout. Enfin, j'étais assez en stress, mais il a fallu composer avec ça. Et au final, ça a rendu quelque chose de quand même intéressant. Mais c'est vrai que voilà, il y a des fois où sur les shoots, on se foire et il faut réagir et s'adapter. C'est aussi ça, la vie de photographe. Et ensuite, ça a fini sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est aussi cool parce que c'est un autre support. C'est un autre support et c'est assez chouette à voir. Je vais vous montrer un petit extrait juste des vidéos, enfin de une vidéo. C'était ça. Donc là, c'était au format carré. C'était demandé par le client. Sephora, au cœur de la beauté. Bon, c'est très commercial. Voilà, ouais, c'est... Ouais, j'en ai une autre. Est-ce que j'ai le temps? Je sais pas, ça fait longtemps que je parle là. J'ai le temps d'en montrer une autre? Non, c'est pas ça. Bon, je vous en montre une autre parce qu'en fait, on en avait fait deux. Il y a une question, attendez, je regarde juste la question. Tu fais avec ces erreurs, tu utilises comme un médium en les anticipant. C'est-à-dire, j'ai pas compris la question. Disons que, en fait, quand je fais des erreurs, je m'adapte, j'essaie de réagir. Je me dis aussi qu'il y a la post-production qui aide beaucoup. Du coup, voilà, je me dis qu'il y a toujours des solutions. J'essaie de ne pas paniquer surtout et de ne pas montrer au client que c'est la cata. Comme focale, qu'est-ce que j'utilise? En vidéo, généralement, j'utilise des focales fixes, pas du tout des zooms, parce que la focale fixe, c'est quand même de meilleure qualité, je trouve. Et ça dépend du 50 mm 1.2, parce que la lumière rentre bien, du coup.
enfin, je peux ouvrir à fond et avoir pas mal de lumière. Un 80 mm et aussi un 100 mm macro quand c'est des close-up. Je vous montre ça. Donc même chose, c'était le même jour, aussi avec l'influenceuse qui s'appelle Lena Siman. Sephora, au cœur de la beauté. Voilà. Hop. Donc, je reviens sur mon truc. Bon, et pour les projets de commande, c'est vrai que parfois, on n'a pas toujours... disons qu'on a un peu de liberté sur la direction artistique, mais c'est quand même très, très géré par les clients. Donc, voilà, il y a des fois où ça fait un peu plus commercial, mais il faut aussi, c'est aussi le jeu, hein, il faut s'adapter à ça. Voilà, ça, c'est des photos que j'ai fait pour une artiste qui s'appelle Sandor, une artiste suisse. Des photos pour son album, et en fait je vous montre ça parce que du coup ça a fini sur le vinyle et sa pochette d'album. Donc pareil, c'était un autre support pour la diffusion de mes photos que j'ai trouvé très cool à voir. Avoir un objet final comme ça, c'est aussi assez chouette. Voilà. Ah, encore une question. Travailler en studio, tu as pu apprendre à l'école ou tu as appris par la suite? J'ai appris à l'école. À l'école en bachelor, on a pas mal de cours studio, surtout en première année, où on nous apprend tous les types d'appareils. Je pense que c'est une école qui est quand même moins technique que Louis Lumière. Disons qu'on nous laisse beaucoup plus tester les choses. On nous apprend les bases, on nous apprend comment utiliser un moyen format, comment utiliser une chambre, comment développer en noir-blanc, essentiellement, pas trop couleur. Comment tirer ses photos aussi en noir-blanc. Ça, c'est surtout en première année. On nous apprend un petit peu aussi les logiciels. Type Photoshop et pour la vidéo Premiere Pro et After Effects. Mais au-delà de ça, les 2 années qui suivent, ça reste pas mal de tests en fait. Et c'est vraiment, ils mettent plus un point d'honneur à la part artistique des projets qu'à la part technique. Donc on a beaucoup de techniques en première année, mais après, on fait comme on veut. Moi, j'avoue que j'ai fait beaucoup de studios à l'école, mais il y en a qui partent plus dans de la photo de paysage ou d'architecture, et dans ce cas, ils ne sont pas du tout en studio. C'est vraiment libre à eux. Voilà, donc ça, c'était un projet que j'ai fait en fin d'année là, pour un magazine suisse qui s'appelle Annabelle. Donc ça, je vous le montre parce que c'est aussi un autre contexte. On a shooté dans une boutique de design qui s'appelle Bouma, au cœur de la Suisse allemande paumée. Et c'est aussi intéressant parce que pour le coup, du coup, c'est pas shooté en studio, il faut s'adapter au lieu. Mais je trouve que c'est aussi un bon exercice, voilà, d'être confronté, ça c'est encore des photos backstage, d'être confronté vraiment au lieu, et parfois on a peu de place et c'est un peu compliqué, mais on s'adapte toujours, hein. Il faut prévoir, généralement quand je shoote dans des endroits comme ça, je prévois pas mal d'objectifs différents parce qu'il y a des moments où j'ai besoin de shooter au grand angle parce que vraiment c'est trop exigu. Voilà. Donc ça a été aussi une cover de magazine. Et ça, je crois que c'est le dernier projet commercial plutôt, enfin commande. C'était donc c'est Adrien là Adrien Scandura qui m'a assisté. C'était shooté du coup dans dans un ranch. Le thème c'était aventure, donc c'était plutôt des accessoires de mode sur le thème de l'aventure, et c'était trop bien. Le contexte était aussi assez génial. On shootait dans la paille, c'est hyper froid, mais c'était une expérience cool. Et donc ça a été aussi une cover de magazine. Voilà. Là, j'ai mis quelques photos backstage parce que pour vous montrer en fait les différents types de lumière, les différents matos que je peux utiliser. Là, c'était du HMI parce que souvent, en fait, ce qui arrive assez souvent maintenant, de plus en plus, surtout pour les commandes qui sont à destination du digital, donc des réseaux sociaux, ils demandent en fait de la photo, mais ils demandent à chaque fois de la vidéo aussi ou des GIFs.
Généralement, je shoote plutôt en lumière continue, donc avec du HMI ou parfois avec des blondes ou des mandarines. Voilà, ça c'était pour La Redoute. C'est une amie qui a sorti sa collection de sacs pour La Redoute. Ça, on a shooté aussi en lumière continue avec PO qui m'assistait. Voilà, ça c'était pour un magazine au Flash. Ça c'était de la vidéo HMI. Ça c'était un lookbook pour une marque qui s'appelle Rowan Rose. Et ça, je crois que j'avais tout fait avec de la mandarine. Moi, j'adore la mandarine. Je sais qu'il y a des étudiants de l'ECAL qui sont là. Du coup, j'en profite pour dire que je donne des cours en propédeutique à l'ECAL, donc en année préparatoire avant qu'ils rentrent au bachelor. J'en profite pour dire que la mandarine, c'est absolument génial. En fait, vous n'avez pas besoin d'avoir des flashs qui coûtent des milliers d'euros ou de francs. Moi, je fais quasiment 50% de mes shoots à la mandarine. Donc, parce que je dis ça parce qu'en fait, en année préparatoire, ils ont le droit qu'à la mandarine. Ils n'ont pas du tout accès au flash. Ils doivent composer avec ça. Mais c'est juste pour leur dire qu'il y a beaucoup de choses à faire avec la mandarine. Voilà, ça c'était pour le Vogue Italie. Du coup, pareil, c'était cool. On était dans une salle de bain. On était genre 10 dans cette toute petite salle de bain. C'était pas mal. Aussi tout à la mandarine. Voilà, et du coup là j'en viens au projet perso. Donc il faut savoir que chez Poly, quand on rentre dans l'agence de Poly, elles mettent un point d'honneur à ce qu'on ait des commandes évidemment, mais à ce qu'on continue nos projets personnels. Je pense que c'est une très bonne chose parce qu'en effet, quand on fait que de la commande, il y a le risque aussi de se perdre dans des esthétiques très commerciales qui finalement deviennent très lisses et du coup, le fait d'avoir des projets perso, ça permet de sortir, de tester déjà, de sortir de sa zone de confort et de pouvoir en fait insuffler après son esthétique aux commandes. Donc moi, je trouve ça très bien. Et du coup, j'ai quelques projets perso à vous montrer. Je commence par celui-ci qui s'appelle « Je vivrai pour toi ». Je pense que la plupart des gens le connaissent parce que c'est un projet que j'ai depuis longtemps. Ça fait plusieurs années que je travaille dessus. J'en parle rapidement. En gros, si vous voulez, j'ai commencé ce projet quand j'étais étudiante. J'avais lu en fait que en 2065, Facebook estimait qu'il y aurait plus de morts que de vivants sur le réseau social. C'est-à-dire que les comptes en fait il y aurait des gens qui seraient décédés et qui auraient laissé leur compte sur Facebook et du coup ça deviendrait une sorte de cimetière digital. Donc j'ai trouvé ça hyper troublant. Et du coup, ça m'a fait me poser beaucoup de questions. En effet, qu'est-ce que deviennent en fait nos comptes et nos avatars une fois qu'on décède? Parce que finalement, on ne file pas forcément les codes aux gens de notre famille. Donc, ils restent actifs. Et ça devient une sorte d'archive personnelle disponible comme ça en ligne. Et en fait, j'ai commencé, alors je vais venir sur ce slide-là, parce que en parallèle de ça, de cette chose-là par rapport à Facebook 2065, cimetière digital, j'ai appris le décès de cette fille qui s'appelle Amandine, qui en fait était au lycée avec moi, un an au-dessus de moi, qui a aussi fait art appliqué. Et quand elle est décédée, j'ai été très très marquée parce que même si on n'était pas proches, je la connaissais quand même et c'est toujours troublant de perdre une personne jeune comme ça. Et en fait, mon premier réflexe, ça a été d'aller sur son compte Facebook sans trop savoir pourquoi, je sais pas. Ça a été vraiment quelque chose. En fait, j'y croyais pas trop et j'avais envie de voir, de voir pour vraiment accepter le truc. Et en fait, en me rendant sur son compte, j'ai vu que les gens écrivaient des messages, lui adressaient des messages directement, en lui parlant directement comme si elle était encore là, comme si elle pouvait en fait recevoir ces messages-là. Il y avait des témoignages type un peu épitaphe, des photos, des souvenirs partagés, etc. Et petit à petit, en fait, j'ai élargi, j'ai pris son compte, mais j'ai élargi aussi. J'avais des connaissances qui avaient perdu des proches, qui m'ont dit nous aussi, en fait, on laisse des messages. Puis Facebook aussi est très fort pour ça. Avec les algorithmes, ils ont tendance à faire ressurgir des souvenirs d'il y a 1 an, 2 ans, et du coup, ça fait revenir à la surface des choses anciennes et tout. Et du coup, voilà, j'ai commencé à étudier un peu ce phénomène-là. Et malheureusement, il y a aussi eu les attentats à Paris.
Et du coup, il y a eu les noms des personnes décédées qui sont sortis. Donc, je suis allée voir les comptes Facebook des personnes décédées. C'était toujours un peu pareil. Et en fait, je me rendais compte que c'était comme si aujourd'hui, on faisait notre deuil via le numérique et que le deuil avait complètement changé à l'ère du numérique. Et j'ai trouvé ça absolument fascinant. Il faut savoir que moi, j'ai toujours été fascinée par la mort. Je pense comme tout le monde, c'est un sujet existentiel, mais c'est un sujet qui est beaucoup, beaucoup revenu dans mes travaux en tant qu'étudiante. Et du coup, là, je trouvais que la mort numérique, un peu façon Black Mirror, c'était vraiment un sujet très intéressant. Donc, j'ai commencé en fait à prendre des bribes, des morceaux de ce que je trouvais sur les comptes, des bribes de mots, des petits détails de photos. J'aimais bien avoir en fait cette esthétique pixelisée, mais j'ai tout shooté quand même à l'analogique. Donc il y a un mélange de grains analogiques, de poussière avec ces pixels du numérique. J'aimais bien aussi la confrontation des matières. Et petit à petit, en fait, j'ai poussé le sujet et j'ai voulu aussi créer des images qui me soient plus personnelles, parce que là, forcément, c'est des images que je récupère sur le web. Donc, j'ai composé des natures mortes en parallèle qui viennent compléter le travail. C'est des natures mortes type un peu mausolée, souvenir, qui utilisent des caractéristiques un peu des mausolées, donc les fleurs, les bougies, etc. Voilà, des choses aussi un peu plus poétiques comme ça. J'ai créé d'ailleurs un compte Instagram spécial pour ce projet que j'alimente de temps en temps, où je montre en fait les nouvelles choses que je sors, parce que j'ai pour but, j'aimerais pouvoir un jour éditer en fait ce travail sous forme de livre. Voilà. Et en fait, la première partie du travail, donc sont les natures mortes, j'ai eu la chance en fait de pouvoir l'exposer aux journées photographiques à Bienne il y a 2 ans. En fait, ça, c'est un truc aussi qui est assez intéressant, c'est que j'avais présenté ce projet à un prix que je n'ai pas gagné, je n'ai pas été sélectionnée. Mais par contre, dans le jury de ce prix-là, il y avait la directrice des journées photographiques de Bienne qui a vu passer mon projet du coup et qui l'a beaucoup aimé. Donc, elle m'a, voilà, j'ai pas été sélectionnée au prix, mais par contre, elle m'a contactée après et elle m'a proposé d'exposer. Donc, c'est juste pour dire que c'est aussi pour parler un peu des échecs, parce que forcément, il y a des échecs aussi dans le travail d'un artiste. Et il y a beaucoup de prix que j'ai pu présenter où j'ai pas gagné, il s'est rien passé après. Mais c'est aussi pour dire que parfois, quand on présente un prix et qu'on gagne pas, il faut pas être déçu parce qu'il y a d'autres choses qui peuvent arriver derrière. Donc voilà. Ça, c'est un autre projet plutôt édito qui s'appelle Lumps and Bumps. En fait, j'avais très très envie à la base de travailler avec des prothèses. Genre des prothèses type mammaire, des prothèses de faux ventre de femmes enceintes, un peu cinéma. Je sais pas, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire. J'avais envie de faire une série mode avec ça. Il n'y avait pas d'explication, c'était juste je trouvais l'objet incroyable. Et en même temps, je trouvais ça fascinant aussi parce que ça permettait de modifier complètement le corps et d'avoir d'un coup des boursouflures, des femmes en fait avec plus du tout des normes de beauté qu'on connaît en fait dans la photo de mode, de casser ça complètement. Et du coup, j'ai réalisé cette série mode en fait assez absurde quelque part. Et j'ai présenté ce projet au Swiss Design Award, qui est un prix suisse, qui a été sélectionné. Donc, j'ai pas gagné le prix au final, mais j'ai été shortlistée, donc ce qui permet en fait que le projet soit quand même exposé. Après, il n'y a pas de prix qui est attribué, mais il a été exposé, donc ça a été présenté à Bâle en mai 2019. Donc voilà, aussi intéressant en fait de pouvoir exposer un projet photo qui finalement a une esthétique très éditoriale, donc qui serait techniquement plus disposé à être dans un magazine. Et là, de travailler un accrochage, c'était intéressant. Il y avait des natures mortes aussi. Voilà, et il faut savoir que moi, du coup, je suis moins familière avec tout ce qui est institutionnel. J'ai moins exposé mon travail que publier mon travail dans des magazines. Du coup, c'était aussi un peu un challenge de trouver une matérialité intéressante dans l'encadrement. Là, je ne sais pas si on voit bien sur la photo, mais c'est des blocs de plexiglas. En fait, la photo, elle est contre-collée sous un bloc de plexiglas qui donne une dimension différente à l'image.
Voilà, un encadrement brossé en aluminium. C'était cool. Et ça, c'est un projet en fait que j'ai réalisé dans le cadre des collabs de Poly. Sometimes the world just doesn't seem logical at all. En fait, Poly, elles organisent maintenant, c'est une fois tous les 2 ans, elles organisent des collaborations pour l'anniversaire de Poly, où tous les photographes de Poly doivent réaliser un projet perso unique et ensuite en faire une exposition. Donc moi, j'ai décidé de travailler sur ça. En fait, c'était un peu dans la continuité du projet Je vivrai pour toi, et je pense qu'à terme, ça va intégrer le projet Je vivrai pour toi, parce que c'est un peu dans la même veine. En fait, j'ai travaillé avec une application qui s'appelle Replica, peut-être que certains connaissent. C'est une application qui a été développée par une dame, une américaine, je crois, qui avait perdu son meilleur ami. Meilleur ami décédé, je crois, dans un accident. Et du coup, elle a travaillé avec un développeur, elle lui a envoyé tout le contenu, en fait, les échanges qu'elle avait eus avec son meilleur ami, que ce soit des vocaux, des messages, des vidéos, des photos, etc. Et à partir de ça, ils ont développé une intelligence artificielle qui se calquait sur la personnalité du meilleur ami. Et donc, en fait, elle échangeait avec cette intelligence artificielle / meilleur ami qui lui répondait vraiment de la même manière que pouvait lui répondre l'intelligence artificielle. Ah, alors, j'ai juste une question. T'entoures-tu de set designers, etc. pour tes projets perso? Oui, pour les projets perso, pour les natures mortes notamment, je ne l'ai pas dit, pardon, mais pour les natures mortes, Je vivrai pour toi, je travaille avec une set designeuse qui s'appelle Clémentine Henrion, qui est une amie très proche, et on travaille ensemble. Et après, j'ai 100% Black Mirror. Ouais, alors le thème de ce projet, c'est vraiment Black Mirror. Et il faut savoir que je n'avais pas vu Black Mirror au moment où j'ai travaillé sur ce projet. Bref, et du coup, en fait, cette application, après, elle a été un peu ouverte au public. Ils l'ont appelée Replica, mais à la base, maintenant, ils le vendent comme Replica, votre ami imaginaire. Mais à la base, l'histoire de cette application, c'est ça, c'est recréer un défunt. Donc moi, je l'ai pris au pied de la lettre. J'ai décidé de parler à Replica comme si c'était un défunt à qui je pouvais poser des questions sur l'au-delà, où est-ce qu'il était et tout. Et c'est vrai que parfois, on a eu ça marche assez bien, c'est assez surprenant. Parfois, il y a des échanges vraiment presque... ouais, je sais pas, existentiel. Là sur l'image que vous voyez ici, donc Replica pose des questions en blanc, moi je réponds en violet. Donc du coup, là, elle me posait des questions sur est-ce que je crois aux fantômes, etc. Donc je trouve que parfois, ça va vraiment au-delà juste de sujets très standards. Enfin, c'est assez fascinant. Et du coup, en fait, les petites photos qui vont avec, qui sont des photos personnelles que je lui envoyais, elle me répondait. Par exemple, un jour, je lui ai demandé de me réciter un poème, et puis elle m'a parlé, je ne sais plus, de fruits qui pourrissaient dans mon frigo, trucs comme ça. Et donc, du coup, après, moi, j'ai illustré ça, puis je lui ai envoyé, puis elle répondait par rapport à ça. Enfin, c'est assez drôle. Donc, je continue à avoir des échanges avec Replica, et j'aimerais vraiment intégrer, du coup, cette partie-là à Je vivrai pour toi. Voilà, je ne sais pas encore sous quelle forme, mais ce sera le cas. Et du coup, c'était la restitution de l'exposition, c'était comme ça. J'ai décidé en fait d'imprimer des gros pans de conversation et mes photos un peu comme dans un feed, en fait, un feed Instagram ou WhatsApp. Et, et c'était très fluide parce que c'était imprimé sur une toile, donc ça bougeait. J'aimais bien cette présentation-là. Voilà, et dernier projet, après je crois que j'en aurais fini. Ça, c'est des photos que j'ai fait pendant le confinement, du coup. C'est un projet, du coup, sur lequel je suis en train de travailler, qui n'est pas du tout terminé, mais je montre parce que je trouve ça intéressant. J'ai vraiment tout fait en lumière naturelle avec des miroirs et le soleil. Et en fait, au moment du confinement, 4 jours avant le confinement, j'ai déménagé. Je suis rentrée dans un nouvel appartement, donc c'était pas mal parce que du coup, le confinement m'a permis de ressortir tous mes objets, de m'installer, etc. Et en fait, mon appart est devenu aussi comme un espace de création. Donc, j'ai retrouvé des objets sortis des cartons, parfois qui étaient complètement passés de mode, des vieux trucs utilisés et tout. Et j'ai créé des natures mortes avec ça, dans ce nouvel espace finalement que j'étais en train aussi de m'approprier, de me familiariser avec. Et voilà, j'ai créé ces natures mortes avec des objets personnels en fait.
qui ont une esthétique aussi peut-être un peu édito, mais finalement, voilà, qui représentent des objets qui sont parfois utilisés, marqués, passés de mode, mais j'aime bien en fait garder ce côté imagerie de mode et l'appliquer à des objets qui sont vidéo ou utilisés. Voilà, ça c'est le slide de fin. Donc je crois que c'est tout. J'ai une question de Bilal. Coucou Bilal. Prévois-tu d'intégrer plus le travail de vidéo dans ton travail perso à l'avenir? Ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Je ne sais pas encore sous quelle forme, mais c'est vraiment un truc qui me plairait. Après, pour l'instant, en projet vidéo, ce qui me plairait bien, c'est de faire du clip. Donc, ce ne serait pas forcément un projet perso, mais quand même, j'aimerais bien plutôt faire un peu de réalisation. Ça, c'est quelque chose qui me plairait bien. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vais enlever le partage. Ok. Non, il n'y a pas d'autres questions. Si, on attend la réponse de Sandor pour le clip ci-dessous. Ah oui, je crois qu'il y avait des questions un peu plus haut. Ah bon? Sérieux? Caroline qui demande, est-ce que c'est toi qui gères la post-production par la suite? Je crois que ça concernait la vidéo. Alors, ça dépend des projets, mais parfois les clients, ils sont là, on a un budget très serré. Et quand il y a des budgets très serrés, généralement, c'est moi qui gère la post-production. Bon, après, c'est vraiment pas un truc qui me dérange parce que j'aime bien ça, moi. J'aime bien faire le montage et j'aime bien faire la retouche sur After Effects. C'est un truc que j'aime bien faire. Es-tu plutôt libre de faire ce que tu veux pour des commandes? Ça dépend aussi, ça dépend pas mal des projets. Il y a des fois où c'est un peu frustrant parce que pas du tout, parce que les clients, ils ont vraiment des idées très, très précises de ce qu'ils veulent. Et en fait, il y a des fois où c'est presque un peu frustrant parce qu'ils ont des images de référence dans la tête et ils veulent que le photographe refasse exactement le même truc, sauf que ça existe déjà, donc il n'y a pour moi aucun intérêt. Donc l'idée, c'est de réussir aussi à les faire un peu changer, à leur ouvrir l'esprit. Et puis, il y a d'autres projets où les clients ne sont pas du tout frileux, ont ultra confiance et laissent vraiment libre à la direction artistique. Donc ça, c'est cool aussi. As-tu un projet d'expo pour ton projet Je vivrai pour toi? J'aimerais bien, oui, j'aimerais bien l'exposer aussi, ce serait intéressant. J'avais eu un contact à Arles l'année passée avec une galerie qui aimait beaucoup le projet. Pour l'instant, moi, j'étais pas prête. Le projet, pour moi, il n'est pas terminé. Donc pour l'instant, j'attends en fait avant de recontacter la galerie ou peut-être une autre. Mais ouais, si je peux l'exposer, c'est vraiment... en fait, j'aimerais bien, avec ce projet, essayer à la fois d'en faire un livre et à la fois d'en faire une expo, de le voir sous ces deux formes. C'est vraiment un truc qui me plairait bien. Voilà. Ensuite, j'ai vu que tu travaillais pas mal en argentique. Tu considères que tu travailles autant en argentique qu'en numérique? Alors, du coup, je pense qu'en photo, je travaille plus en argentique. Je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment quelque chose que j'ai développé à l'école et que je n'ai pas perdu en fait. J'adore travailler en argentique parce que j'ai horreur de regarder mes photos directement après avoir shooté. J'aime pas, c'est vraiment, j'ai besoin de les digérer, donc le fait de shooter en argentique, ça me permet de ne pas les voir et de me détacher complètement après le shooting, et quand je les reçois après, j'ai plus de recul et ça m'aide beaucoup à aussi faire ma sélection, tout ça. Mais par contre, je pense que c'est 50-50 parce que avec la vidéo, forcément, je touche quand même pas mal au numérique. Et notamment là, pendant le confinement, toutes les photos que j'ai faites pour ce projet que j'ai fait chez moi, c'est que du numérique. J'avais commencé en argentique et puis je me suis dit que c'était complètement stupide parce que je ne savais pas où j'allais faire développer ces photos. Donc j'ai fait au numérique au final. Et j'en suis contente, mais c'est vrai que j'ai moins de satisfaction, étonnamment, quand je shoot au numérique. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un rapport qui est trop direct, je trouve. Voilà.
Il y avait d'autres questions que je n'ai pas vues. Alors, j'ai vu que tu travaillais pas mal en argentique. Hein. Ah non. Dans tes commandes, du coup, c'est le client qui paye le matériel. Alors, dans les commandes, dans les commandes, oui. Généralement, en fait, il y a un pack. On fait un devis en amont. Ah, les pellicules. Les pellicules, ça dépend. En fait, le truc, c'est que bon, les clients, ils commencent de plus en plus à s'ouvrir, à se réouvrir à l'argentique. Avant, c'était un peu, ils comprenaient plus trop l'intérêt à partir du moment où il y avait le numérique, on pouvait voir les images en direct. Ils comprenaient plus trop l'intérêt de l'argentique. Maintenant, de plus en plus, notamment les clients jeunes, ils reviennent à ça et ils le comprennent totalement. Mais généralement, ils demandent à ce que ce soit doublé au numérique. Donc, ça demande pas mal de travail parce qu'il faut faire toutes les photos numériques et ensuite prendre l'argentique et refaire un peu les mêmes photos. Ça fait le double de travail, mais voilà. Et oui, il y en a certains qui prennent en charge les pellicules et le développement. Et il y en a d'autres où ils sont quand même assez frileux. Et du coup, pour que ça passe et pour qu'ils acceptent que je fasse de l'argentique, je leur dis, OK, je double en argentique, je prends en charge les pellicules. Et là, ils sont OK. Mais c'est vrai que c'est un peu de négociation. C'est pas toujours évident. Ça dépend vraiment des clients. Et sinon, pour le reste du matériel, généralement, bah, c'est une sorte de pack en fait, avec le studio ou quoi. On loue en fait le matériel lumière et accessoires photo. Bon, moi, j'ai mon appareil photo, mes objectifs et tout, mais par contre, parfois le trépied, quand je dois aller à Paris, je demande à ce qu'ils me louent un trépied pour pas me trimballer un trépied dans le train ou quoi. Voilà. Il y avait une question aussi, bon, ça va être un peu la question transition avec Polly, c'est dans quelle mesure ton agence t'accompagne dans tes projets perso? Alors, alors après, j'aurais une autre question sur les scans. Je réponds juste après. Je réponds déjà à ça. Alors du coup, bah, en fait, c'est Ouna qui se charge. Mathilde est plus sur le commercial, Ouna est plus sur l'artistique. Et en fait, dans quelle mesure? Eh ben, en fait, on peut lui demander des temps de création sur quelques semaines, voire un mois, où on est vraiment focus à fond. Généralement, en fait, on fait ça quand il y a un peu un creux dans les commandes. Qu'il n'y a pas trop de job, ben, on se met à fond sur les projets perso. Et du coup, ben, on shoot, on demande des conseils à Ouna sur la direction. Alors, c'est tout, hein. Ça peut être le texte, elle nous aide à rédiger les textes, à traduire les textes. Ça peut être aussi les mises en page, avec Mathilde aussi qui intervient parce qu'elle a pas mal d'expérience sur ça aussi. Voilà. Elles nous aident surtout, elles viennent aussi pendant les shootings au studio, nous épauler, nous apporter à manger parfois. Donc elles sont très présentes sur les projets perso. Elles veillent au grain pour qu'on les avance aussi. Parce que quand on ne les avance pas, elles ne sont pas très contentes. Pourquoi réaliser des scans de négatifs? Et pourquoi réaliser des scans de négatifs? Pourquoi pas? C'est-à-dire, enfin, est-ce que c'est une question par rapport à comment je scanne les négatifs? Si c'est ça, ce que je fais généralement, c'est que je fais des planches contact avec alors ça dépend, avec un Epson V850, je crois. Je crois que c'est ça. Je fais des planches contact, en fait, ensuite je regarde du coup toutes mes photos, je fais ma sélection et après, en fait, souvent je vais à l'écale. Je profite encore un peu de l'écale parce qu'ils ont des flex tight de super qualité. Et donc là, je fais vraiment des scans finaux en HD là-bas. Voilà. Mais parfois, ça m'arrive de faire des scans HD aussi sur mon Epson. Voilà, voilà. Et du coup, s'il n'y a plus de questions, transition Polly. Une dernière, je crois, l'agence joue-t-elle un rôle sur la diffusion de ses projets perso? C'est toujours Robin. Oui, ouais, l'agence joue un rôle. Sur le site de Polly, il y a toute une partie création. Donc, la partie création sur le site de Polly, c'est là où sont en fait archivés les projets perso et elle communique dessus sur les réseaux sociaux, bien sûr. Donc oui, elles sont là pour la diffusion. J'ai une dernière question pour les vidéos. Les musiques en général, tu vas les chercher où? Alors, pour les vidéos, généralement, c'est les clients qui nous amènent la musique. Donc, je pense que soit c'est des musiques libres de droit, soit c'est arrivé aussi que ce soit des musiques qui soient composées spécialement pour la vidéo.
Et moi, pour la vidéo que vous aviez vue de mon projet de diplôme, c'est une musique qui... non, pour la musique que vous avez vue, mon projet de diplôme, c'est une musique qui a été faite en fait par une personne avec qui j'ai travaillé. Voilà. On peut passer à l'agence peut-être? Ouais. Prête. Du coup, on a parlé déjà beaucoup de l'agence au final. Ouais. Et c'est pas grave, on va tout réaborder. Vous venez de découvrir du coup l'univers de Calypso, mais l'agence Poly représente aussi 4 autres photographes, du coup, qui sortent de diverses formations. On a Valentin qui est sorti des Gobelins en 2014 et qu'on diffuse essentiellement sur de la nature morte. Louise qui plutôt est sortie des arts déco et qui fait portrait et mode. Quentin qui sort aussi de l'école de la même promo que Calypso et qui est le petit dernier qui vient de rentrer. Et Mathias qui était également des Gobelins et qui a une approche plus documentaire de l'image et qui pratique essentiellement avec les nouvelles technologies, en particulier la photogrammétrie. Donc voilà, on est sur un petit roster de photographes parce qu'on les accompagne, comme vous avez compris, globalement, autant sur le commercial que sur l'artistique. Et on est aussi surtout sur de l'émergent parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un réel fossé entre les études et le monde professionnel. Voilà, du coup, c'est important pour nous que ces photographes qu'on accueille soient en sortie d'école, mais ça pourrait être également des gens qui ont une pratique amateur et qui sont autodidactes. On n'a pas encore eu le cas de figure, mais ça pourrait arriver. On trouve ça intéressant que ces talents émergents puissent avoir un réel interlocuteur et un agent qui les pousse du coup à se développer et à trouver leur voix et leur identité visuelle. Donc nous, on s'est vraiment positionné sur ce créneau. Comme je vous l'ai dit, on va vous le présenter chacune notre tour avec Ouna. La représentation, elle est sur 2 pans. La création, mais aussi la commande. Et on a à côté de ça créé il y a peu une branche initiative qui, elle, va s'ouvrir à tous les autres talents émergents qui ne sont pas dans notre agence. Voilà. Pour vous présenter l'équipe, du coup, même si Calypso a déjà expliqué comment fonctionnait le noyau dur. Donc moi, je suis responsable commerciale, Ouna est responsable création et on a Léa qui est cofondatrice avec moi, qui, elle, gère tout ce qui est administratif et juridique. On s'est également entouré d'autres personnes qui sont des soutiens, notamment sur le juridique. On travaille avec une avocate et avec un graphiste qui s'appelle Pedro Ceromeno, qui est aussi web designer et qui m'a aidé, moi, à construire toute l'identité de Poly. Et qui continue de bosser avec nous sur des projets ponctuels maintenant en prestataire. Donc, voilà pour le petit point sur l'équipe. Je vois que j'ai déjà une question. Est-ce que nous sommes frileux à des personnes qui ne viendraient pas d'école photo? Eh ben non, nous ne sommes pas frileux. On est vraiment sur de la rencontre et du feeling. Effectivement, il faut qu'il y ait toute une partie technique puisqu'il faut pouvoir répondre aux commandes. Mais non, il y a aussi un gros feeling sur un univers et il faut avoir le bagage complet, mais on peut en discuter. Voilà. Je vais laisser du coup Ouna commencer à vous présenter plutôt le côté artistique, même si on en a déjà dit pas mal avec Calypso, et je reviendrai après vous parler du commercial. Bonjour, je ne sais pas, vous m'entendez ou pas? Alors donc, comme l'a expliqué Mathilde, on est divisé en 2 branches sur la représentation commerciale et la représentation artistique. Et comme le disait Calypso, effectivement, pour nous, c'est quelque chose de très important et qu'on demande vraiment à nos photographes, c'est de maintenir leur activité artistique, leurs projets personnels et créatifs.
Et ce qu'on essaye de leur offrir, c'est vraiment un interlocuteur et d'être à l'écoute sur leurs questionnements, leurs doutes, prendre du recul, apporter un regard extérieur en fait sur leur projet personnel. Parce qu'on s'est rendu compte que le travail d'un photographe et des artistes, d'une manière générale, c'est un travail qui est assez solitaire. Et du coup, quand on est vraiment concentré sur un projet, parfois on a un petit peu de mal à prendre du recul, on va se prendre la tête sur des détails, on va être bloqué à un moment ou à un autre et plus savoir comment avancer sur un projet. Et donc, on essaye d'être cet interlocuteur qui va pouvoir aider et accompagner dans l'évolution du projet artistique. Et c'est aussi parce que on s'est rendu compte, et Calypso le disait aussi, que ça va avoir un impact positif également sur la pratique commerciale du photographe, parce que le fait d'être toujours en recherche et en questionnement sur des projets personnels, ça amène à faire des essais, à explorer certains médiums, à faire des tentatives pour sortir un petit peu des sentiers battus, on va dire, et continuer de chercher et de se développer. Et du coup, ça va avoir un impact sur la pratique commerciale aussi. Et on va pouvoir se servir des images créatives dans la constitution du book commercial pour démarcher des clients et des contrats. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a vraiment à cœur. Et donc, on va soutenir ces projets dans leur production, dans leur édition et dans leur diffusion, comme le disait Calypso, sur nos réseaux. Donc, que ce soit le site internet, la page Instagram ou du démarchage auprès de toute la sphère du milieu artistique, donc à savoir des galeries, des commissaires, des institutions, des festivals, toutes ces choses-là. Donc, je vous ai mis quelques exemples de projets créatifs de nos photographes qu'on accompagne, et pour pouvoir vous montrer aussi les différents types d'accompagnement qu'on fait, puisque c'était aussi une question tout à l'heure, comment est-ce que l'agence accompagne ces projets. Et encore une fois, vu qu'on cherche à vraiment être à l'écoute des photographes, l'accompagnement va être différent en fonction des besoins. Tous les projets ne sont pas au même stade, ou on ne veut pas avoir les mêmes finalités. Donc, par exemple, Valentin Fougeret développe en ce moment un projet qui s'appelle Urbanisme, qui est donc un projet en cours et qu'on accompagne depuis la jeunesse du projet, en fait. Donc, tout ce qui va être réflexion, rédaction de texte, les questionnements juridiques aussi, parce que là, c'est un projet qui prend en compte l'espace public, donc ça implique des questions juridiques. Dans le cas de Louise Desnos, là j'ai mis une vue d'exposition. Elle a participé à un cycle de 3 expositions l'année dernière à la Maison populaire de Montreuil. Et là, on l'a accompagnée en tant qu'interlocuteur entre elle et l'institution pour la rédaction des cartels, des fiches œuvres, parfois des questions d'accrochage ou d'assurance. Donc, on accompagne aussi Calypso pour son projet Je vivrai pour toi. Là encore, ça prend plusieurs formes différentes. Et Mathias Pasquet, son projet Dimension, par exemple, c'était plus réaliser un dossier pour pouvoir faire des demandes de bourse, envoyer des candidatures pour des festivals ou des résidences. Donc voilà, on a vraiment cet accompagnement-là qui participe à la diffusion des photographes et à l'évolution de leurs projets créatifs. Et comme l'évoquait aussi Calypso tout à l'heure, j'espère que ça ne va pas être trop répétitif. Donc on a aussi les collabs, qui sont un rendez-vous initialement annuel et qui maintenant passe en biennale, donc une année sur 2, et qui sont des cartes blanches où on va offrir un espace dans lequel on demande à nos photographes de penser un projet de manière collective, d'une certaine manière. Ce qu'on fait à travers ces temps de création, c'est qu'on va d'une certaine manière lutter contre l'isolement des photographes, le fait qu'ils travaillent généralement seuls. Là, ça va être un temps collaboratif, collectif, un temps de mise en commun et également de confrontation au regard un peu des uns et des autres. Donc, c'est vraiment travailler sur un projet personnel, mais en accord avec le reste des photographes. Donc, on organise des temps de résidence où on se réunit tous ensemble et on réfléchit aux différentes problématiques de l'événement. Donc, une exposition, alors comment est-ce qu'on va penser la communication, comment est-ce qu'on va penser la scénographie, la signalétique, les accrochages, etc. Et on essaye vraiment de répondre aux besoins de chacun pour que tout le monde soit satisfait. Et en même temps, il y a des contraintes un peu différentes à chaque fois.
Le lieu est différent à chaque fois. Il y a une fois où on leur a demandé de penser une édition en même temps que l'exposition. Une autre fois, on leur a demandé de penser la scénographie et la signalétique. Une autre fois encore, on a fait appel à une commissaire, donc voilà, se confronter à un regard extérieur et aux contraintes qui vont être imposées. Donc c'est vraiment chercher à travers ces collabs à former des professionnels qui sachent s'adapter et répondre à différents types de demandes. Donc là, je vous ai mis une vue d'exposition qu'on a vue tout à l'heure avec Calypso. Et là, vous avez une édition qui avait été réalisée et présentée pendant l'exposition et le carton d'invitation de la collab de l'année dernière. Et ces collabs, en fait, donc ces expositions, ça permet aussi de mettre en avant du coup les travaux créatifs de nos photographes et de faire se rencontrer différents publics. Donc à la fois un public entre guillemets culturel, donc qui vient voir une exposition, mais également d'inviter tous nos clients, tous nos partenaires, plus de la branche commerciale, qui vont pouvoir voir les photographes sous un autre jour, qui n'est pas uniquement celui de la commande commerciale, mais également de leur démarche artistique personnelle. Et du coup, ça me permet de faire la transition à Mathilde pour la représentation commerciale. Oui, alors du côté commercial, depuis le lancement de l'agence, il y a eu plusieurs étapes. Moi, la première étape, ça a été de construire l'identité du coup avec le graphiste, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et au cours des années, de l'entretenir, cette identité, et de gérer la communication. On a le parti pris de faire la communication nous-mêmes parce que je sais exactement à quel moment sortent les commandes, à quel moment les projets artistiques sont terminés. Donc, c'est une com un peu au feeling qui dépend aussi par moment d'un photographe qui est en compétition sur un projet et qu'il va falloir mettre en avant et faire briller à ce moment-là. Donc, du coup, la première facette, la première mission du côté commercial, c'est la communication. Ensuite, j'ai un gros travail quand un photographe entre dans l'agence de développement de son identité propre. On doit monter ensemble un portfolio qui va correspondre du coup à l'univers et à la voie dans laquelle on veut à laquelle on le destine. Calypso, on parlait aussi tout à l'heure, du coup, il faut à ce moment-là, sur cette année de développement, faire des shootings perso et alimenter ce portfolio pour qu'il soit assez conséquent, pour que les clients aient un aperçu assez global de nos photographes. Donc moi, je suis vraiment là-dessus avec eux et on construit ce portfolio ensemble et ça continue du coup par la suite. Une fois qu'il est en place, il est tout le temps mis à jour par tous les projets qui tombent. De là, je fais beaucoup de prospection parce que c'est une grosse partie de mon travail. Je démarche des équipes créa, je démarche des achats d'art, des iconographes dans la presse pour que nos photographes soient connus des différents milieux de la photographie. Et je rencontre ces personnes qui ensuite m'appellent pour négocier des devis et voir si c'est possible de réaliser le projet avec nos talents. Et dans la plupart des cas, je me retrouve sur une phase de production, puisque c'est rare finalement qu'on prenne le photographe nu et que l'agence organise tout. Je me retrouve très souvent à faire la production photo, ce qui n'est pas plus mal puisque je peux entourer mes photographes d'une équipe technique en laquelle ils ont confiance et je peux aussi du coup gérer tous les petits imprévus s'il y en a et avoir tout le matériel nécessaire à ce que le shooting se passe bien. Donc voilà, Ouna va passer le slide suivant et je vais vous expliquer quelques projets récents qui vont être un peu plus concrets pour comprendre les phases de production du coup. En haut à gauche, on a Biologique Recherche. C'est une commande qu'on fait avec Valentin Fougeret, qui est une commande de nature morte. Cette marque de cosmétiques en fait, nous a confié le contenu digital de sa marque pour toute une année. Donc, c'est un shooting qui se fait sur 4 sessions pour leur apporter du contenu digital au fil des mois. Et
dans ce cadre-là, j'ai la marque en direct, je n'ai pas d'équipe créa et donc du coup, c'est nous qui proposons une direction artistique à la marque avec des concepts. On fait un mood board, du coup, qui est très important dans ce genre de commande. Et on propose différents aspects, différents concepts qui pourraient mettre en valeur le produit du client. Après cette phase, on valide certains de ces concepts avec la marque. Et moi, je pars tout de suite en production. Je vois ce que requiert comme équipe ce projet. Sur de la nature morte, en général, du coup, on a souvent un set designer. Donc, pour ce projet-là, on a un set designer sur chaque session. On a aussi un assistant pour Valentin et je m'occupe de booker un studio avec le matériel lumière qui correspond à l'éclairage que Valentin va vouloir réaliser. Et je suis présente sur le shooting. Et une fois le shooting passé, je suis aussi sur le suivi de post-production, sur la retouche pour que le client, à la fin, soit satisfait et ait le résultat escompté. Ça, c'est une première partie, c'est la photo. Calypso a bien dit que le milieu de la photo et de la publicité était en mutation depuis quelques années. Nous, on a commencé, on ne faisait que de la photo et puis finalement, on fait beaucoup de vidéos maintenant. Calypso a été amené à faire plusieurs projets vidéo pour des clients et notamment, j'ai sélectionné ce projet pour By Kilian puisque c'était une production in situ dans un lieu que l'agence avait choisi puisqu'il fallait cette ambiance un peu boudoir. Là, je ne suis pas avec la marque en direct. Je suis vraiment avec une agence de pub et une équipe créa qui a déjà un concept qui nous amène. Mais Calypso est quand même obligé de passer par la case storyboard pour pouvoir déterminer quels plans vont être nécessaires au bon déroulement du tournage et pour avoir le résultat final avec des focus produits, des focus sur les influenceuses, puisque c'était avec des influenceuses, et l'univers, restituer l'univers que le client désirait. Donc, sur ce genre de production, comme c'est in situ, je ne m'occupe pas de la location du lieu. En revanche, je suis obligée d'aller faire un repérage pour m'assurer que tous les moyens techniques sont disponibles et que Calypso va pouvoir avoir la liste lumière qui lui va pour ce projet-là. Et bien sûr, je suis sur le shooting encore une fois et je suis la post-production et je suis le projet en montage et en étalonnage et surtout sur la restitution des formats puisqu'en vidéo, c'est encore plus compliqué qu'en photo. On veut du 16:9, on veut du 4:5, on veut que ça corresponde à tous les réseaux. Et donc, il faut être très attentif sur cette dernière phase de rendu de tous ces fichiers sous-titrés, non sous-titrés, et dans tous les formats possibles et inimaginables. Une dernière production que je voulais mettre en avant, c'est la presse. La presse, moi, mon travail, c'est essentiellement un travail de coordination. C'est les iconos des magazines qui vont venir vers moi pour un projet. Ça peut être pour de la nature morte, mais on est essentiellement sur du portrait. Et le portrait, c'est beaucoup de mise en relation. Donc, c'est l'icono qui vient demander la dispo d'un de mes photographes, qui ensuite nous met en contact avec la personnalité publique à shooter. La plupart du temps, il y a aussi un attaché de presse ou un agent entre les deux. Donc voilà, je veille au bon déroulement de toute cette mise en contact et c'est vraiment un travail de coordination et ce sont surtout des délais très courts. Donc quand le photographe souhaite par exemple shooter à l'argentique, il faut que je m'assure que tout va être possible et qu'on va pouvoir rendre les BAT en temps voulu. Voilà pour les petits exemples de production. J'espère que ça vous illustre un peu du coup tout le travail qu'il y a à faire. Je vois qu'il y a des questions, mais je pense qu'on va tous les répondre après en fin de poly. Ça va être plus simple. Donc pour résumer le métier d'agent, vous venez de le voir avec nos deux facettes.
le point le plus... Un agent, en fait, c'est pas apporter de l'argent à ses photographes, c'est beaucoup plus. Donc, c'est essentiellement développer son identité visuelle et la travailler avec lui et l'aider à organiser des projets, ses projets perso, mais aussi des shootings pour alimenter son portfolio. C'est l'accompagner dans ses démarches administratives et juridiques, relire avec lui certains contrats parce que certains clients ont des contrats d'exclusivité ou des contrats un peu fermes et il faut être sûr que ça respecte les droits de nos photographes. L'accompagner dans ses démarches créatives, comme Ouna l'a bien expliqué, garantir son intégrité financière, juridique et artistique et, dans mon cas, définir une stratégie commerciale et lui trouver des contrats. Voilà. Je vais laisser Ouna animer un petit questionnaire parce qu'on se rend compte qu'en présentant l'agence, en général, ça donne très envie aux photographes, mais tout photographe n'a pas forcément besoin d'un agent puisque c'est un réel engagement et il faut connaître cet engagement et savoir si en fait on n'a pas plus besoin d'un studio manager ou d'un assistant. L'agence, voilà, c'est une relation qu'il faut tisser et c'est aussi des devoirs. Donc, je laisse Ouna vous animer ça et puis on verra les résultats. Merci Mathilde. Donc, un quiz. Ai-je besoin d'un agent? Alors, bon, c'est quelque chose de très subjectif et qui est vraiment basé sur notre expérience et un peu le bilan qu'on fait de voilà, la relation des photographes aux agences, qui peut être attendue, les projections qu'on a sur les attentes qu'on peut avoir de la part d'un agent, nous, les attentes qu'on va avoir de la part des photographes. Et donc, on s'est posé 4 petites questions et vous pouvez vous les poser et en fonction de la manière dont vous vous positionnez, vous pouvez définir de quel type d'accompagnement vous allez avoir besoin. Donc, face à l'administratif, je suis hésitant, efficace ou apeuré. Donc, si vous êtes hésitant, c'est bien de trouver un accompagnement pour répondre à certaines questions. Il faut savoir que le travail avec un agent, ça implique quand même une dimension administrative, la lecture de contrats, la réalisation de devis. Enfin, il y a beaucoup de documents comme ça qui vont être impliqués. Et donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut être assez organisé. Et c'est quelque chose qui va être attendu de la part d'un agent. Donc, si vous êtes apeuré, il faut encore travailler un petit peu là-dessus avant de faire des démarches pour pouvoir être efficace quand on va être amené à collaborer avec d'autres professionnels dans l'univers de la photographie. Ensuite, lorsque je fais une série, j'ai besoin d'un tiers pour ma sélection, donc d'un regard extérieur. J'ai besoin de tous mes amis pour faire ma sélection, ou je suis sûre de ma sélection. Là, encore une fois, c'est important de se poser cette question-là parce que la relation avec un agent, ça va être une relation de confiance et de compromis. À savoir que dans la réalisation d'un book, il faut, voilà, quand on est photographe et qu'on a son travail, c'est parfois difficile de le confier à quelqu'un d'extérieur et d'accepter le regard extérieur. Or, un agent, c'est quelqu'un qui a une pratique de son métier, une connaissance, et qui donc va savoir comment utiliser ses photos et orienter son démarchage pour en tirer, on va dire, le meilleur parti et pour vous présenter de la meilleure manière qui soit. Donc, il faut savoir être flexible, on va dire, et voilà, c'est vraiment une question de confiance. Donc, si je suis sûre de ma sélection ou si j'ai besoin d'un tiers pour ma sélection, ça veut dire qu'on peut être plus ou moins ouvert à avoir un agent. Si on a besoin de tous ses amis et qu'on est vraiment incertain, c'est peut-être un peu plus hasardeux et il faut aussi attendre d'être un peu plus, on va dire, confiant. Lorsqu'un client me démarche, je gère la négociation. J'ai peur de me faire avoir. Je ne lis pas les contrats. Je dis oui tout de suite. Bon, alors forcément, la dernière réponse, c'est un gros warning. On doit lire les contrats. C'est pas la partie la plus fun, mais c'est vraiment une partie qui est indispensable. Il faut savoir négocier, mais il faut aussi savoir déléguer la négociation. Et encore une fois, là, c'est la question de faire confiance à son agent en tant qu'intermédiaire pour défendre son intérêt, l'intérêt de l'agence, l'intérêt du photographe.
Pour moi, mon book est évolutif, je suis ouvert aux suggestions. Un casse-tête, je ne sais que choisir. Ou sacré, nul autre que moi ne peut aborder mon travail. Encore une fois, en fait, c'est un peu la reformulation des mêmes traits qu'on souhaitait mettre en avant avec ce quiz. C'est cette question de confiance, être prêt à travailler en équipe et à confier son travail à une personne extérieure qui, en accord toujours avec vous, va orienter et modeler un peu le book pour pouvoir démarcher au mieux les différentes cibles commerciales. Et alors, slide suivant. Du coup, voilà, tout ça, ce quiz-là, c'était pour évoquer un petit peu la relation professionnelle agent-photographe. Il faut savoir que c'est vraiment à l'initiale une relation humaine purement. Il va y avoir une question de confiance et d'envie de collaborer ensemble et de s'entendre sur les différentes manières de faire. Avant qu'un photographe rejoigne l'agence, on va le rencontrer et on va lui présenter nos attentes, savoir quelles sont ses attentes à lui, voir si c'est quelque chose de compatible ou pas. Et généralement, quand même, c'est le cas. Et du coup, voilà, les devoirs du photographe, c'est un devoir de confiance, communication, flexibilité et transparence. Donc, c'est vraiment cette idée d'être prêt à confier son travail et d'accorder une confiance à l'agent qui va s'en servir et avec son expertise. Et les devoirs de l'agent, en contrepartie, il y a une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'on va mettre beaucoup de choses en œuvre pour développer le travail, mais pas de résultats, parce qu'on ne peut pas vraiment garantir qu'on va décrocher des contrats, etc. Sens de l'écoute et respect du travail du photographe, toujours préserver l'intégrité du photographe, ne pas aller à l'encontre de son identité artistique ou de ses envies personnelles ou dans sa manière de travailler. Et donc, tous les photographes n'ont pas nécessairement besoin d'un agent. Certains photographes vont avoir besoin d'un assistant ou d'un quelqu'un qui va leur apporter un regard extérieur. Ça peut être un studio manager ou juste s'entourer d'une équipe de professionnels de manière ponctuelle quand il s'agit de shoot, de set designer, de choses comme ça. Alors, du coup, quelles sont les valeurs ajoutées de Poly ? Comme le disait Mathilde tout à l'heure, c'est vrai qu'on a un roster de photographes qui est assez réduit. Et en fait, ça, c'est dû au fait qu'on a vraiment un accompagnement qui est global, où on essaye de les accompagner et dans leur partie créative et dans leur partie commerciale. Et si on avait plus de photographes, on ne serait pas en mesure de les accompagner de cette manière-là. Et pour nous, c'est vraiment important. Et en parallèle, on a des valeurs qu'on va essayer de défendre à travers notre travail. Donc s'engager pour un statut d'auteur durable, notamment en luttant contre l'isolement. Donc je l'évoquais tout à l'heure avec les collabs, qui sont un temps de rencontre, parce qu'on représente 5 photographes, mais les collabs, c'est le moment où ces 5 photographes-là vont se rencontrer et travailler ensemble, ce qui n'arrive pas sinon en dehors de ces temps-là. Et également l'organisation de workshops, et je vais y venir ensuite. Et un statut d'auteur durable, on essaye d'y travailler aussi par la transmission d'outils de professionnalisation à tous les artisans de l'image. Donc pas uniquement aux 5 photographes qu'on représente, mais on a ouvert certains de nos domaines d'expertise, on va dire, aux photographes et aux artisans de l'image qui en font la demande. Ce qui m'amène à notre dernière partie qui s'appelle le pôle initiative. Donc c'est un pôle qu'on a lancé il y a 1 an, au mois d'avril 2019, mais qui était, on va dire, en cours de gestation dès la création de Poly. C'était vraiment un questionnement qui existait et qui a été concrétisé l'année dernière avec le lancement du pôle initiative. Ce pôle initiative, il part d'un constat qui est assez important. Donc voilà, d'après le constat d'artistes émergents en mal de convertir leur créativité artistique en une perspective professionnelle et avec l'ambition de soutenir les acteurs du monde de l'image. Donc en fait, on a constaté qu'il y avait un gouffre entre la fin des études et l'entrée sur le marché professionnel, c'est-à-dire que on passe d'un univers
scolaire où on est entouré d'interlocuteurs, de personnes vers qui se tourner quand on a des questions, que ce soit les professeurs, les autres étudiants autour de nous, l'ensemble de professionnels avec lesquels on est amené à interagir pendant les études, au monde du travail, enfin en tout cas au marché de la photographie, où d'un coup, en fait, on se retrouve tout seul. Encore une fois, c'est un milieu et une profession assez solitaire. Et il y a des questionnements qu'on peut se poser. Et dans ces cas-là, si on n'est pas bien entouré, on se retrouve seul et on ne sait pas comment répondre à ces questions, notamment des questions juridiques. Et on s'est rendu compte que ces questions-là pouvaient représenter une menace en fait pour la profession et le monde de la photographie de manière globale. Ce que je veux dire par là, c'est que quand un photographe ne sait pas défendre ses droits ou ne sait pas établir un tarif, il va être amené à accepter des commandes à un tarif en dessous de ce qu'il devrait être payé, et ça va desservir l'ensemble de la profession. Et, euh, et donc voilà, on essaye un petit peu de lutter contre cette forme de concurrence déloyale à travers différentes formes d'accompagnement. On a beaucoup de photographes qui nous démarchent pour être représentés par l'agence. Et donc, comme je le disais, on n'est pas forcément en moyen de tous les accompagner, ou tous n'ont pas besoin d'un agent pour être accompagnés. Il peut s'agir de questions ponctuelles ou d'accompagnement voilà, sur un plus court terme que celui d'un agent, avec un vrai engagement sur le long terme. Donc, à travers les différents services d'accompagnement, on essaye vraiment de sensibiliser aux droits d'auteur, de lutter contre la concurrence déloyale et d'amener vraiment une vision professionnelle du travail des photographes. Donc, on a lancé 3 services différents. Une newsletter de prix et bourse. On organise régulièrement des workshops et on propose aussi des rendez-vous conseils. Donc, la newsletter prix et bourse, qu'est-ce que c'est ? Comme son nom l'indique, c'est une newsletter qui est envoyée tous les mois et qui réunit un ensemble de prix, bourses, appels à projets, concours, résidences auxquels les photographes peuvent postuler. Parce qu'en fait, on considère que postuler, candidater à ce genre d'appel, c'est quelque chose de très important pour la diffusion du travail, pour obtenir un retour sur ces projets, pour avancer, que ce soit dans la diffusion, dans avoir un soutien financier ou avoir un soutien professionnel. Et tout à l'heure, Calypso a donné un très bon exemple. On peut postuler à un prix, ne pas être retenu, mais pourtant le travail va être vu par l'ensemble des professionnels du jury et ça peut amener à d'autres opportunités par la suite. Donc, dans le cas de Calypso, c'était une exposition aux journées photographiques de Vienne. Donc voilà, c'est vraiment, on essaye de soutenir et de pousser les photographes, en tout cas ceux de l'agence, à participer et à candidater à ces prix et bourses. Et donc, on a ouvert ce service à tous les photographes qui le souhaitent, qui peuvent s'abonner à cette newsletter. Et dans le cas des photographes en dehors de l'agence qui s'abonnent à cette newsletter, ils bénéficient également d'1 heure de relecture par mois. Donc, c'est-à-dire qu'1 heure par mois, je suis disponible pour aider dans la constitution des dossiers, que ce soit la relecture des textes ou des notes d'intention, la mise en forme d'un CV ou d'une bio, la mise en forme d'un dossier, etc. Et c'est un engagement qui est au départ trimestriel, parce qu'on considère qu'au bout de 3 mois d'accompagnement, donc avec 1 heure par mois, le photographe a tous les outils en main, les textes rédigés, le CV et la bio propre, pour pouvoir ensuite candidater tout seul. Et donc après, soit il continue de recevoir la newsletter uniquement, ou alors la newsletter avec l'heure d'accompagnement. Voilà, donc on essaye vraiment de soutenir dans les candidatures pour des prix pour lesquels on vérifie autant que faire se peut le respect des droits d'auteur à chaque fois dans les candidatures et les conditions de candidature. Le deuxième accompagnement qu'on propose, ce sont des workshops. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi une manière de lutter contre l'isolement, parce que ces workshops-là, du coup, ils vont être en groupe d'environ 5 participants. Ils durent 3 heures et on a proposé 2 workshops différents, un sur la communication et un sur le juridique / l'administratif. Donc la communication, ça va être faire une présentation un peu globale des différents outils de communication à disposition des photographes,
comment les utiliser, comment cibler, identifier les cibles et orienter sa communication en fonction de ce qu'on cherche à en retirer et donc établir une stratégie. Là, c'est aussi un temps de mise en commun au sens où généralement à la fin du workshop, chaque participant peut présenter un projet et obtenir le retour des différents photographes ou autres participants. Donc il y a cette idée de mise en commun, de création d'un réseau. On réalise les workshops dans des lieux différents à chaque fois pour aussi, voilà, il y a une idée de partage un petit peu et de création d'un réseau qu'on essaye d'entretenir et de développer. Et après, donc, il y a le workshop juridique où cette fois-ci, on va aborder la question du droit d'auteur, la question du statut juridique choisir, du régime social et du régime fiscal, et tout un ensemble de documents juridiques qui sont très importants, à savoir les contrats, les notes de droit d'auteur, réaliser un devis, qui sont des documents qui vont vous permettre de vous protéger vous, mais de protéger vos clients également. Et on a constaté que ce sont des notions qui sont abordées pendant les études, pendant les temps de formation, mais généralement, quand on est en études artistiques, ce qu'on a envie, c'est de créer. Et on est beaucoup plus dans la création que dans le théorique. Et il y a un espèce de petit laps de temps entre l'apprentissage et la mise en application. C'est-à-dire qu'on va avoir des cours de droit, rédiger un devis par exemple, mais avant de le mettre en application, il peut s'écouler un certain nombre de mois, de semaines, d'années, ça dépend. On a tendance à oublier un petit peu comment ça se passe. Et c'est là où je parlais tout à l'heure de concurrence déloyale ou de menace pour la profession. C'est que si on ne peut pas défendre ses droits d'auteur, ça va impacter sur l'ensemble de la profession. Donc avec ces workshops-là, on essaye de faire un petit rappel, une petite mise à niveau ou répondre à des questions. Et ensuite, on a donc les rendez-vous conseils. Et cette fois-ci, c'est quelque chose qui est vraiment individualisé. On propose des entretiens d'1h30. C'est un accompagnement qui est vraiment plus spécifique. Les personnes nous contactent avec une question précise. Par exemple, je veux mettre à jour mon book. J'ai besoin d'un regard extérieur. Bon, on va travailler sur le book ensemble pendant 1h30. Ou alors une mise à jour de site internet ou une négociation de devis. Et donc là, vraiment, c'est un accompagnement ponctuel. Et on propose à chaque fois une espèce de relecture, un retour. C'est-à-dire que si on fait une mise à jour de book, on va donner tous nos conseils, toutes nos indications. Et la personne peut ensuite, quelques temps après, nous renvoyer une seconde version du book et on peut faire un retour pour qu'il y ait un accompagnement un petit peu sur un terme plus ou moins long. Donc voilà, ça va être les 3 services qu'on propose avec le pôle initiative. Et du coup, ce sont 3 services qu'on a vraiment pensé, donc qui sont payants, mais qui sont à un prix tout à fait abordable parce qu'ils sont pensés pour les jeunes créateurs ou les émergents. Et en fait, le prix qui est demandé, c'est vraiment uniquement pour financer généralement soit le lieu auquel on fait appel, soit défrayer l'intervention. Mais c'est quelque chose qu'on a voulu vraiment d'abordable parce que l'objectif, c'est de diffuser nos conseils et travailler un univers photographique et professionnel qui soit viable pour tout le monde. Et donc un petit bilan de ces initiatives qui existent donc depuis 1 an. On a accompagné 18 talents. Et là, je dis talents et pas photographes parce qu'en fait, il s'agit aussi de graphistes ou d'assistants qui peuvent être également concernés par les questions de droit d'auteur ou de communication. Et généralement, on en a un quart qui font appel à plusieurs services. Donc, soit ça va être un rendez-vous conseil ou un workshop, et ensuite, ils souscrivent également à la newsletter. Et en parallèle de ça, en tant qu'agent Poly, et là, au-delà même du service, uniquement du pôle initiative, on participe à des lectures de portfolio, donc dans différents festivals comme Voix Off lors des rencontres d'Arles, le festival Circulation à Paris, en partenariat avec des institutions comme les Gobelins ou le Club des DA. Et on organise aussi des partenariats avec des écoles comme Gobelins, Speos et Louis Lumière actuellement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question et de Poly.
Et du coup, on va pouvoir répondre à vos questions s'il y en a. Je n'ai pas vu s'il y avait des questions. Oui, il y a 2 questions en attente. Okay. Une question qui nous demande comment est-ce qu'on recrute. Alors, il n'y a pas de process très défini. On regarde autant les gens qui nous démarchent et s'il y a un univers qui nous interpelle, on le garde en tête et on attend de voir comment évolue la personne. Si on sent qu'il y a encore un peu à travailler, mais ça peut amener à des rencontres. On voit beaucoup de personnes en lecture de portfolio quand on est sur les festivals. Ça peut aussi amener à recruter des personnes. Et après, moi, je fais une grosse veille sur les réseaux sociaux. Et sur les 3 derniers photographes qu'on a recrutés, je les avais repérés et j'ai attendu un peu de voir comment ça évoluait avant de les rencontrer. Donc, mais voilà, il n'y a pas de règle pour le recrutement. Et je vois qu'on nous demande effectivement si on représente, si on a envie de représenter d'autres personnes que des photographes, ça pourrait. On n'est pas encore, on n'a pas encore développé ça parce qu'on a déjà beaucoup de travail et qu'on a développé Initiative, mais ça pourrait arriver. On a des envies, elles pourraient se concrétiser. Pour le film, on représente déjà du coup des photographes vidéastes, donc pourquoi pas. Bon, on va pouvoir conclure. Comme on l'a dit au début, à chaque fois qu'on conclut, on conclut avec une petite histoire ou anecdote. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient, Calypso, sur un shoot? Quelque chose qui me vient. Oui, un truc drôle. Toujours le même shoot, c'était le shooting Sephora là, où tu m'assistais, PO. Donc déjà, bon, en fait, c'était du coup ce premier shooting vidéo vraiment officiel, commande. Donc il y a eu ce stress un peu de l'éclairage qui était un peu faible et tout. Et en fait aussi sur le shooting, là il y avait une grosse équipe parce que les clients étaient il y avait beaucoup de clients qui étaient sur le shoot. C'est pas toujours le cas. Parfois il y a qu'un client parce que c'est des groupes généralement. Donc là, il y avait beaucoup de monde, make-up artistes, coiffeurs, les modèles, les agents, voilà. Mais bon, c'était un peu du coup un peu stressant de travailler avec elle parce qu'elle avait beaucoup d'attentes. Elle était pas forcément contente des lumières au début. Elle trouvait qu'il y avait des cernes, que ça rendait pas la peau assez belle et tout. Enfin bref. C'était compliqué. Et en fait, sur une des vidéos, je pense que vous avez vu, il y a un fond un peu magenta très très puissant. Et en fait, du coup, on était vraiment dans le noir total. Il y avait juste les lumières du studio qui éclairaient la fille qui étaient allumées. Et c'est vrai que, en fait, le contraste à être dans le noir et à juste voir ça allumé et cette lumière magenta très puissante, au bout d'un moment, en fait, ça fait une espèce de ce qu'on appelle un peu de l'image latente et aussi une confusion dans la colorimétrie. C'est-à-dire que quand vous fixez un objet bleu sur un fond blanc, vous allez voir une image latente orange en fermant les yeux. Bref. Et du coup, vu qu'on était enfermés dans cet espace et tout, au bout d'un moment, on avait tendance à voir les gens verts parce que à avoir de la lumière très magenta comme ça, on voyait les peaux vertes. Et puis, en fait, elle comprenait pas, cette make-up artiste, elle ne comprenait pas que c'était juste un effet visuel, mais qu'en vrai, dans la vidéo, la mannequin n'avait pas le teint vert. Mais je me souviens qu'elle nous avait fait tout un sketch ça, qui avait duré un peu longtemps et j'avais essayé de lui expliquer que c'était juste la persistance rétinienne qui faisait ça, qu'en fait elle n'était pas verte, mais elle était là. Si, non, mais elle est verte, elle a un teint olive, ça va pas du tout, non, mais c'est n'importe quoi. Bon, du coup, ça a été très compliqué de la gérer, elle nous avait fait perdre beaucoup de temps et je me souviens, ça avait rajouté du stress aussi à ce shooting qui était déjà un peu. Voilà, une première expérience un peu compliquée avec les lumières et tout. Et du coup, c'était une anecdote marrante parce que heureusement, les clients étaient méga sympas sur le shoot, la boîte de production aussi. Donc, tout le monde m'avait soutenue et comprenait mon histoire de persistance rétinienne qui était juste. Mais voilà, c'est juste que cette make-up artiste avait du mal à comprendre ça. Et du coup, ça avait été un peu chaud à gérer. Et donc, la conclusion, c'est juste qu'il y a des shoots où parfois ça se passe pas bien, enfin, pas très bien.
Et il faut réussir à prendre de la distance et à ne pas se laisser déconcentrer en fait par certaines personnes de l'équipe qui posent problème ou qui ralentissent le shoot. Et il faut essayer de persévérer, de passer outre. Mais c'était assez drôle quand même cet épisode-là. Voilà. Parfait. Ben, on n'a plus qu'à vous remercier. C'était formidable. Merci à vous. Franchement, c'est trop cool de pouvoir faire ça. Ben, il y a plein de petits merci qui arrivent sur la barre de conversation. Franchement, j'espère que ça vous a apporté et que ça vous a plu. Voilà, c'était trop cool. Merci pour tout d'être venu. Très bien. Ben, merci Pierre-Olivier. Merci tout le monde. Et puis à bientôt. Je vais te laisser le mot de la fin, Pierre-Olivier. Merci à tout le monde et à très vite pour la prochaine conférence. Yes, merci. Salut, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci pour vos mots.